refuse? Et si ce n'était pas un caprice? Tu es là ce soir encore, assis à côté de lui ou d'elle, avec le livre de lecture posé sur la table, ou le cahier, ou les fiches de révision. Et lui ou elle, les bras croisés, le regard ailleurs, ou qui se met à pleurer, ou qui dit non, je ne veux pas, c'est trop nul, je n'y arrive pas. Et toi, tu sens quelque chose monter. Un mélange de fatigue, de frustration, peut-être de colère, et quelque chose d'autre au fond que tu n'oses pas vraiment nommer. La peur. La peur que ça ne s'arrange pas. La peur d'avoir raté quelque chose. La peur que ce soit ta faute. Tu as peut-être essayé la douceur, tu as essayé la fermeté, les récompenses, les punitions, les tableaux de motivation, les autocollants, les écrans qu'on retire ou qu'on promet. Et à chaque fois, c'est la même chose qui recommence. Et tu te demandes, est-ce qu'il peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans l'apprentissage sans frontières. Je m'appelle Kadi, je suis la maman de 2 enfants. Je suis enseignante de maternelle, 20 ans de classe, 20 ans à tenir, à expliquer, à adapter, à recommencer. Et en parallèle, depuis 10 ans, je suis des enfants en difficulté d'apprentissage, du CP au CM2 jusqu'au collège. J'ai eu mon CRPE, j'ai fait 5 ans d'études et pendant longtemps j'ai cru que ça me donnait les clés. Et puis en 2021, j'ai eu 10 enfants neuroatypiques dans ma classe, 10 en même temps. Et là, tout ce que je croyais savoir a tremblé. Parce que les techniques que j'avais apprises ne suffisaient plus, le cadre ne fonctionnait plus et moi j'étais au bord du burn-out, à chercher, à fouiller, à me demander qu'est-ce que je rate. C'est là que j'ai découvert l'orthopédagogie et ça m'a donné une claque. Parce que j'ai réalisé qu'en 5 ans d'études, on ne m'avait jamais appris l'essentiel, comprendre l'enfant avant de vouloir le faire entrer dans un cadre. Depuis, je suis devenue orthopédagogue, conseillère d'éducation spécialisée en neurotypie, formée en soutien scolaire spécialisé et en neuropédagogie. Et surtout, je suis devenue maman d'enfants concernés. Et je t'assure que quand c'est ton propre enfant, tout prend une autre dimension. Ton regard change. J'ai refusé le système pour mes élèves, je l'ai refusé pour mon fils, pour ma fille, et j'ai créé mon propre chemin. Aujourd'hui, ce podcast, c'est ce chemin que je partage avec toi. Parce que toi, tu es la fondation invisible sur laquelle ton enfant construit ses apprentissages. Et si tu comprends ce qui se joue vraiment, pas qui se voit en surface, mais ce qui se passe dessous, tout change. Pas parce que tu vas trouver une nouvelle technique, mais parce que tu vas regarder ton enfant autrement. Et ça change tout. Cet épisode est le premier d'un parcours en 4 phases que je vais te présenter tout au long d'une série de podcasts. Aujourd'hui, on est en phase 1. Lire la situation. Pas encore agir, pas encore changer, lire d'abord, comprendre. Et dans cet épisode, on s'attaque à une croyance très répandue. C'est une croyance très épuisante et très fausse. L'idée que si ton enfant refuse, c'est un caprice. À la fin de cet épisode, je te promets que tu vas regarder la scène du soir différemment. On commence? Je vais commencer par une image. Imagine que tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un qui s'arrête net devant une porte. Elle est là, immobile, elle ne rentre pas. Quelqu'un qui passe dit « Allez, entre, c'est pas compliqué, c'est juste une porte. » Et la personne ne bouge pas. Est-ce qu'elle fait un caprice? Est-ce qu'elle est paresseuse? Est-ce qu'elle fait exprès? Peut-être pas. Peut-être que derrière cette porte, la dernière fois qu'elle est passée, il s'est passé quelque chose de difficile. Peut-être qu'elle ne sait pas si elle sera bien accueillie. Peut-être qu'elle est épuisée et que pousser cette porte lui demande un effort que tu ne peux pas voir. Le comportement que tu observes, ne pas entrer, c'est réel. Mais ce que ça protège, ce que ça exprime, tu ne peux pas le voir depuis l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe avec ton enfant devant le livre Les Devoirs. Ce que tu vois, un refus. Un enfant qui dit non, qui résiste, qui pleure, qui se lève, qui fait n'importe quoi, sauf ce que tu lui demandes. Et ton cerveau, parce qu'il est câblé pour interpréter les comportements, lui demande le sens le plus logique depuis ton point de vue d'adulte. Il est paresseux, il fait exprès, il fait des caprices, il me manipule, il teste mes limites. Et peut-être que tu as entendu ça de la part d'un enseignant, d'un grand-parent, de quelqu'un qui passe et qui dit il faut être plus ferme. Mais voilà ce que j'ai appris dans ma classe, dans mon cabinet, dans ma propre maison. Le refus n'est presque jamais ce qui est a l'air d'être. Le refus, c'est un signal, pas un problème, un message. Et tant qu'on répond au comportement sans comprendre ce qu'il signifie, toutes les stratégies qu'on applique par-dessus restent inefficaces. On traite la surface, pas la cause.
Quand j'avais mes 10 enfants neuroatypiques, j'ai fait exactement cette erreur. J'ai essayé de tenir le cadre, d'adapter les consignes, d'être plus patiente, plus ferme, plus créative. Mais je répondais à ce que je voyais, pas à ce qui se passait vraiment dans leur cerveau. Et c'est seulement quand j'ai commencé à lire, vraiment lire, ce qui se jouait derrière chaque comportement que quelque chose a changé pour eux et pour moi. Je vais te donner quelque chose de concret. Quand je dis le refus cache quelque chose, je ne veux pas rester dans le vague. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu regardes ton enfant résister, tu aies dans la tête une grille, une façon de te demander là, qu'est-ce que je suis vraiment en train de voir. Dans ma pratique en classe, en soutien à la maison, j'ai identifié 5 grands types de refus, 5 visages différents. Et ils n'ont pas la même cause, donc ils n'ont pas la même réponse. Premier visage, l'opposition. L'enfant dit non parce qu'il a besoin d'autonomie, de contrôle sur ce qui lui arrive. C'est souvent un enfant avec une personnalité affirmée qui teste les limites partout dans sa vie. Ce n'est pas la mauvaise volonté, c'est un besoin développemental d'exister par soi-même, de ne pas être dirigé de l'extérieur en permanence. Et face à l'opposition, plus on pousse, plus ça résiste, comme un mur contre un mur. Deuxième visage, l'évitement. L'enfant qui évite ne dit pas forcément non frontalement. Il change de sujet. Il a soudainement besoin d'aller aux toilettes. Il fait des blagues, il s'agite. Il fait tout sauf regarder la page devant lui. Et ça, c'est souvent le signe que la tâche est associée à quelque chose de menaçant pour son image de lui-même. Si j'essaye et que j'échoue, ça prouve que je suis nulle. Alors il préfère ne pas essayer. Ce n'est pas du confort, c'est de la protection. Troisième visage, la surcharge. Sa journée a été longue. Des tensions à l'école, des efforts d'adaptation, des interactions sociales difficiles, du bruit, de la pression. Et le soir, quand tu lui mets un livre devant les yeux, son cerveau n'a plus de ressources. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut plus. Forcer à ce moment-là, c'est comme appuyer sur tous les boutons d'un téléphone à 0%. Il ne se passera rien, il a 0%. Quatrième visage, l'insécurité. Certains enfants ont tellement accumulé d'expériences d'échecs qu'ils ont développé une peur profonde. Même si tu leur dis c'est juste pour s'entraîner, c'est pas grave. Leur corps et leur cerveau ont enregistré que ces situations font mal. Et leur réaction, c'est une réaction de protection. Comme mon enfant qui a été blessé plusieurs fois et qui refuse de retourner à l'endroit de la douleur, même si l'endroit a changé. Cinquième visage, la difficulté réelle. Une dyslexie non diagnostiquée, un trouble de l'attention, une lenteur de traitement. Des enfants pour qui c'est objectivement plus difficile que pour les autres. Et qui, parce qu'ils n'ont pas les mots pour l'expliquer, le disent avec leur corps, en refusant, en s'agitant, en pleurant. 5 visages et dans la vie, ils se mélangent. Un enfant peut être à la fois en surcharge et dans l'insécurité, en opposition et face à une vraie difficulté. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est ça. La prochaine fois que ton enfant résiste, pose-toi une seule question. Mais lequel de ces visages je suis en train de voir? Je vais aller un cran plus loin. Parce que même si tu identifies le visage, il reste une question en dessous. Qu'est-ce que ce refus protège? Derrière chaque résistance, il y a quelque chose que l'enfant essaie de garder intact. Quelque chose de précieux pour lui, même si tu ne le vois pas, même si lui-même ne pourrait pas te le dire. Parfois, c'est son estime de lui-même. Un enfant qui a échoué plusieurs fois a appris que la situation de lecture est une situation dans laquelle il peut se retrouver diminué. Et refuser d'y entrer, c'est éviter de confirmer ce qu'il commence à croire sur lui-même. J'ai vu ça des centaines de fois, en classe, en soutien et à la maison. Un enfant brillant qui refuse d'ouvrir un livre, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il en a tellement besoin que l'échec lui est insupportable. Parfois, c'est le lien avec toi. Certains enfants résistent parce que la dynamique des devoirs est devenue la seule façon d'attirer une attention totale de ta part. Pas toujours agréable, mais complète. Et ça vaut mieux que l'indifférence. Parfois, c'est juste la survie. Un enfant épuisé, surstimulé, qui a passé des heures à faire des efforts cognitifs et sociaux qu'on sous-estime systématiquement. En refusant les devoirs, il dit « j'ai atteint ma limite, laisse-moi récupérer ». Et ce besoin est légitime. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement. J'entends peut-être ta question. Ok Kadi, mais concrètement, demain soir, quand il refuse encore, je fais quoi? Je vais te répondre honnêtement.
Dans cet épisode, je ne te donne pas encore une liste de stratégies. Pas parce que je les cache, mais parce que j'ai appris en 20 ans de classe et 10 ans de soutien que les stratégies sans compréhension ne tiennent pas. Tu appliques, ça marche 2 jours et ça redéraille. Parce que tu n'as pas changé la façon dont tu vois la situation. Ce que je te propose ce soir, c'est quelque chose de plus profond. Pas une technique, un changement de regard. Arrêtez de voir les comportements comme un problème à résoudre et commencez à le voir comme un message à décoder. Ton enfant ne te fait pas la guerre et revoit un signal qu'il ne s'est pas envoyé autrement. Et quand tu commences à recevoir ce signal comme un message, même quand tu es épuisé toi aussi, quelque chose change dans la relation. Pas parce que tu changes ce que tu fais, mais parce que tu changes ce que tu perçois. Et ton enfant, lui, le sent. Les enfants sont extrêmement sensibles à la façon dont on les regarde. Pas aux mots, au regard, à la tension dans le corps, à la peur qu'on a pour eux et qu'on essaie de cacher. Ils le sentent. Ils sentent tout. Et même si on pense qu'on fait tout pour ne pas leur faire sentir, ils sentent tout. Alors voilà la seule chose que je te demande de faire cette semaine. La prochaine fois que ton enfant résiste, prends 3 secondes avant de réagir. 3 secondes et demande-toi intérieurement qu'est-ce qu'il est en train de me dire que je n'entends pas encore. Ce n'est pas magique, ça ne va pas tout régler, mais c'est le point de départ. Et sans ce point de départ, tout le reste ne tient pas. Voilà pour ce premier épisode. On a parlé de ce que le refus cache vraiment. On a vu les 5 visages de la résistance et on a parlé de ce que le refus protège du point de vue de ton enfant. J'espère que tu te repars avec quelque chose, même quelque chose de petit. Un regard légèrement différent sur la scène qui se rejoue chaque soir chez toi. La semaine prochaine, on va aller plus loin. On va décortiquer ensemble les 5 visages de la résistance, un par un, comment les reconnaître chez ton enfant en particulier et une grille concrète que tu pourras utiliser dès ce soir. En attendant, j'ai préparé pour toi une grille d'observation. 5 questions simples à te poser pendant la semaine sans intervenir, juste observer. Le lien est en description. Et si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit, partage-le avec une autre maman qui traverse la même chose. Parce qu'on est souvent moins seul qu'on le croit. À la semaine prochaine!